C'est donc à cette question de la culpabilité que je souhaite m'intéresser aujourd'hui. Comment l'angoisse de culpabilité peut venir invalider l'existence d'un être? Avant d'entrer dans la clinique, je vous propose un éclairage théorique. La culpabilité désigne un état affectif consécutif à un acte que le sujet tient pour répréhensible, la raison invoquée pouvant d'ailleurs être plus ou moins adéquate, ou encore un sentiment diffus d'indignité personnelle sans relation avec un acte précis dont le sujet s'accuserait. Freud est le premier à avoir abordé le sentiment de culpabilité comme lié à un système de motivation inconsciente, lesquels rendent compte de comportements d'échec, de souffrance que le sujet s'inflige, voire de conduite délinquante. Ces études de la névrose obsessionnelle et de la mélancolie l'amènent à distinguer le sentiment de culpabilité conscient, qui est éprouvé comme angoisse de culpabilité, du sentiment inconscient de culpabilité, notion pulsionnelle qui alimente le besoin de punition. Dans la névrose obsessionnelle, ce sentiment apparaît sous la forme d'autoreproches, d'idées obsédantes contre lesquelles le sujet lutte, car elles lui apparaissent répréhensibles. Le sentiment de culpabilité est partiellement inconscient, dans la mesure où la nature réelle des désirs en jeu, agressifs notamment, n'est pas connue du sujet. Dans la mélancolie, cette affection se caractérise par des auto-accusations, une autodépréciation, une tendance à l'auto-punition pouvant aboutir au suicide. Freud parle d'un clivage entre un surmoi accusateur et le moi accusé, clivage qui résulte lui-même par un processus d'intériorisation d'une relation intersubjective. Je cite Freud, « Les autoreproches sont des reproches contre un objet d'amour qui sont renversés de celui-ci sur le moi propre. » La culpabilité est donc l'angoisse du moi devant le surmoi. Plus précisément, c'est le résultat du conflit entre le surmoi et les pulsions du ça et la réalisation de ces pulsions par le moi. La notion de surmoi est dès lors mise en exergue par Freud comme une instance critique et punitive à l'égard du moi, mais aussi protectrice et régulatrice. Il situe le surmoi comme l'héritier du complexe d'Oedipe, c'est-à-dire comme le résultat de l'intériorisation des exigences et des interdits parentaux. Il est donc la conscience morale de l'être et fait figure d'autorité. En outre, Freud précise que le surmoi de l'enfant ne se forme pas à l'image des parents, mais bien à l'image du surmoi de ceux-ci. C'est l'issue du procès oedipien qui va confronter l'être à l'obligation d'en passer par la culpabilité. Ainsi, pour ne pas perdre l'amour de ses parents, l'être renonce à ses désirs oedipiens amoureux et hostiles. Meurtre du père, inceste avec la mère. Les émotions agressives sont retournées sur soi-même et transférées au surmoi. Freud dit que l'agression est introjectée, mais à vrai dire renvoyée là d'où elle est venue, donc retournée sur le moi propre. Sous l'effet du refoulement, les pulsions d'agression et de destruction du ça qui ne trouvent pas une voie de libération libidinale vont venir nourrir ce que Freud découvre comme la résistance du surmoi, d'où dérive la culpabilité inconsciente et le besoin de punition. En parallèle à l'opération par laquelle le moi abandonne l'objet sexuel, il se produit une intériorisation de l'objet perdu, et alors le moi adopte les traits de cet objet refusé. L'investissement d'objets, ainsi relayé par les identifications, nous dit Freud, conduira le caractère du moi à contenir dans son historicité les restes de ces choix d'objets abandonnés. Le surmoi n'est pas la seule instance impliquée dans la culpabilité. Elle provient également des tensions survenues entre le moi et l'idéal du moi. L'idéal du moi concerne, je cite Freud, l'identification avec le père de la préhistoire personnelle, c'est-à-dire le moment où l'enfant fait de son parent son idéal. Et c'est au regard de l'écart entre l'idéal du moi et le moi que la résistance du surmoi se fait entendre et vient maltraiter le moi. Ainsi, une culpabilité écrasante qui produit des symptômes et fait le lit de l'angoisse nous indique les effets ravageurs de la résistance du surmoi. C'est elle qui concentre l'agressivité du sujet envers lui-même en rapport à un certain idéal du moi à atteindre. La résolution du complexe d'Oedipe sera dès lors conditionnée au renoncement à ses amours originaires, à cet abandon inacceptable pour le moi, obligé de composer désormais avec une perte douloureuse et irrémédiable. Ainsi, le sentiment de culpabilité révélera dans la cure cet effet de la persistance du désir oedipien dans l'inconscient.
Lacan aborde la question de l'Oedipe à partir des notions de désir et de la relation au manque. Selon lui, ce qui conduit à la culpabilité, c'est d'avoir cédé sur son désir, ce qui est à entendre comme le fait de ne pas renoncer à son désir oedipien. C'est donc céder à la jouissance ou aux résistances. Le sujet reste dans une demande d'être comblé par l'autre, d'avoir, de ne pas manquer dans ce que Lacan nomme le champ de la jouissance inconsciente, au lieu d'investir le champ du désir. Lacan met en lien un rattache de la résolution oedipienne avec la question du manque. La voie normale de la sortie de l'Oedipe suppose que l'enfant reconnaisse que sa mère manque et qu'elle désire au-delà de lui pour que lui-même se refuse à se faire l'objet de son désir. Bien au contraire, souvent l'enfant ne reconnaît pas, n'accepte pas que sa mère soit manquante. À l'image de certains patients qui, s'acharnant à ne jamais manquer, choisissent d'occuper cette place d'objet d'amour qui comblera la mère. En s'enlisant dans des scénarios fantasmatiques où ils jouent le rôle du sauveur ou du responsable de leur mère, ce lien fantasmé à l'objet d'aliénation alimente la panne du sujet désirant. En effet, comment désirer sans que jamais l'objet ne vienne à manquer? Comment s'appelle cette culpabilité? L'être ne peut atteindre l'image idéale qu'il a de lui-même, ce qui nourrit son agressivité face à cet inatteignable imaginaire. Cette agressivité est donc la conséquence de l'évitement de la castration. Or, pour Lacan, l'opération de castration symbolique vise précisément à supporter ce manque à être, car c'est elle qui, dans le travail de la cure, va permettre la mise à jour des identifications. Ces relations imaginaires dans lesquelles le patient est pétri se dévoileront pour laisser place à l'apaisement de la culpabilité au fil de la cure. Freud souligne que la lutte contre l'obstacle qu'est le sentiment de culpabilité inconscient n'est pas rendue facile à l'analyste. Il dit, directement il ne peut rien faire, et indirectement il peut mettre au jour progressivement ces raisons inconscientes refoulées et le transformer peu à peu en sentiment de culpabilité conscient. Je vais maintenant illustrer mon propos à partir de 2 cas cliniques. De quel crime suis-je coupable? Telle est la question qui occupe de façon lancinante les pensées de Muriel. Cette psychanalysante souffre depuis des années d'angoisse massive, de pensées obsédantes qui l'imitent dans sa vie professionnelle, sociale, amoureuse. Elle arrive au bout de ce qu'elle nomme ses stratégies et veut y mettre un terme. 2 pensées la submergent régulièrement. Soit elle s'imagine atteinte d'une maladie dont l'issue sera indéniablement mortelle. Ou alors, l'idée s'impose à elle qu'elle est une personne mauvaise, une perverse, une criminelle, mais qui ne s'est pas encore révélée. Sa hantise serait de l'être sans le savoir et de commettre un jour un crime impardonnable. Ainsi, dès qu'il y a doute, l'angoisse s'immisce et conduit à la question « Et si je ne savais pas que j'étais criminelle ?» De quelle faute Muriel se tient pour responsable pour s'en battre sa coulpe avec autant de fureur? Jeune femme d'une trentaine d'années, indépendante, elle embrasse une carrière dans la finance sans pouvoir initier de projet. Elle s'empêche de se saisir d'une opportunité dans son travail, ses relations amoureuses sont des échecs. Derrière ces angoisses, des reproches apparaissent qui l'empêchent de grandir dans sa vie affective. Le surmoi ne joue plus son rôle régulateur et la résistance du surmoi maltraite le moi. Ainsi, une petite voix interne persiste à lui dire qu'elle n'est jamais parfaite. Ni l'enfant modèle, ni suffisamment bon élève, ni la bonne copine, ni la bonne collègue, la bonne professionnelle. Au fur et à mesure de sa cure, Muriel dévoile des pans de culpabilité noués à une colère. En séance, se révèle une culpabilité massive liée à sa mère et à son père. Elle décrit une relation fusionnelle à sa mère depuis toute petite, laquelle n'ira qu'en s'intensifiant du fait du divorce de ses parents. Muriel reste vivre avec sa mère et se donne pour rôle de la soutenir, la protéger, la réconforter. D'ailleurs, elle se rappelle, enfant, elle se levait la nuit pour écouter sa mère respirer, inquiète à l'idée qu'elle ne meure. Muriel s'imagine devoir combler son objet d'amour, sa mère. À l'adolescence, des tensions mère-fille l'amènent à partir vivre chez son père. On découvre une culpabilité décuplée, celle d'avoir abandonné cette mère si fragile, sans amis, ni relations sociales, et souffrant de nombreuses phobies invalidantes. Dans sa cure, Muriel aborde ses identifications. Elle a fait sienne les peurs de sa mère, son appréhension permanente d'une catastrophe face à laquelle il faut toujours être aux aguets au point de s'empêcher de vivre.
Mais alors, comment se saisir d'une opportunité de travail, s'engager dans une histoire d'amour, sans s'abandonner dans les méandres de l'angoisse paralysante? Elle découvre en cure que ce qui sous-tend sa pire crainte est d'avoir choisi de vivre avec son père à l'adolescence. Et sa résistance du surmoi lui impose des sacrifices. Ainsi, elle dit « C'est par rapport à ma mère que je m'imagine la pire personne au monde, être criminelle. C'est pour me faire mal, c'est le summum du pire, je dois gâcher, je ne mérite pas d'être aimée. » Cette culpabilité oedipienne vient l'empêcher d'être heureuse et de se lier à un homme, car, dit-elle, c'est une transgression par rapport à ma mère. Être seule et malheureuse comme elle, c'est une façon de conserver un lien avec elle et de ne pas la trahir. Muriel se sent coupable d'avoir abandonné sa mère pour vivre auprès du père, de l'avoir privée d'un soutien, d'avoir manqué à son objet d'amour. Les fautes dont elle s'accuse au quotidien lui font également penser à son père. Elle se sent en défaut par rapport à lui et particulièrement par rapport à l'image idéale qu'elle a d'elle-même. Comme je ne suis pas exactement à son image à lui, dit-elle, il me critique. Et moi, enfant, j'ai aussi voulu coller à son modèle, être comme lui, quelqu'un d'intelligent et bien dans son corps. Au fur et à mesure de la cure, les identifications sont mises à jour. La résistance du surmoi est moins nourrie par le ça. Le moi se construit une force nouvelle. La psychanalysante parle son imaginaire et sa colère envers cette mère qui l'a contraint par ses peurs irraisonnées et son père perçu comme un inatteignable envers lequel elle attend toujours une reconnaissance. Mais sa culpabilité et l'agressivité envers elle-même s'apaisent. Il y a quelques mois, Muriel s'est saisie d'une opportunité de travail à l'étranger. Je reprends le contrôle de ma vie, je m'autorise un peu à me laisser vivre. Je ne peux pas tout maîtriser, savoir en avance ce qui va se passer. J'éprouve du plaisir, c'est une nouveauté. Malgré ses talents, elle reste prise par des doutes, car, précise-t-elle, je n'atteins pas l'idéal, soulignant par là même encore son refus de renoncer à la jouissance. Je conclurai en disant que cette question védique me paraît universelle. Ôter le caillou oedipien de sa chaussure semble si difficile que nombre d'êtres continuent leur existence en claudiquant, toujours empêtrés dans la relation imaginaire à leur père ou à leur mère. Je vous remercie.